Bon, il est 12h25, donc on va pouvoir commencer. Je vois que ça commence à se connecter, c'est chouette. Comme vous le voyez, Kevin, n'est pas avec nous malheureusement. Aujourd'hui, il a eu un empêchement personnel et il m'a chargé de vous présenter ses excuses. Donc, il m'a laissé les clés de la boutique. J'ai moins l'habitude de gérer la partie technique, donc j'espère que je ferai pas de bêtises. Si je disparais d'un coup, pas de panique, je reviendrai. Ça devrait le faire. Pour ce webinaire du jour, on avait envie de se mettre un peu dans l'ambiance des fêtes de fin d'année, nous aussi, et de vous proposer quelque chose autour de Noël et plus précisément des cadeaux de Noël qui peuvent soulever pas mal de questionnements quand on est parent d'ados ou qu'on a des ados dans notre entourage. Ce qu'on se disait avec Kevin, c'est que découvrir la liste au Père Noël d'un adolescent, c'est aussi découvrir quelles sont ses cultures, donc les cultures adolescentes et les besoins qui vont y être associés, que ça va générer chez lui. Donc une liste de cadeaux de Noël, c'est pas seulement une liste d'objets, ça va un petit peu plus loin, c'est aussi une fenêtre sur les pratiques des adolescents, leurs envies, parfois leurs insécurités et d'autres quêtes adolescentes comme les quêtes d'identité typiquement. On va revenir là-dessus tout au long du webinaire. Qui dit culture adolescente dit forcément culture numérique, qui sont notre objet d'étude à nous lors de ces webinaires, parce qu'on sait que si les vies des adolescents ne se résument pas aux réseaux sociaux, aux environnements connectés et digitaux, une grande partie de leurs goûts, de leurs envies, de leurs références vont se former sur ces plateformes en ligne. Donc c'est pour ça que souvent on fait le lien entre culture adolescente et culture numérique. Parler de la liste de cadeaux de Noël des adolescents, c'est aussi s'intéresser au ciblage marketing dont font l'objet les ados, qui est un sujet qui date de nombreuses années, de nombreuses décennies en arrière, mais avec les réseaux sociaux qui a pris une autre ampleur et qui pose de nouvelles questions. Donc pareil, on va y revenir, toujours dans cette idée de vous donner des clés d'accompagnement si vous êtes parent ou encadrant ou grand-oncle ou sœur d'adolescents, pour se dire que à Noël, le but, c'est pas juste de dire oui ou non à un cadeau, mais encore une fois, de générer tout un dialogue et de mettre en place un cadre et un accompagnement pertinent pour être aux côtés des adolescents à cette période. Du coup, je vais vous présenter. Donc, je voulais commencer par une petite introduction, sans vouloir casser la magie de Noël, mais justement par rapport à cet aspect marketing et ciblage commercial dont les adolescents font l'objet, qui est forcément un sujet auquel on pense particulièrement à Noël. Enfin, on le voit là avec toutes les publicités, que ce soit sur l'affichage, la télé et les réseaux sociaux, c'est quand même assez présent. Et je trouvais ça intéressant de se replacer dans ce prisme-là du marketing pour justement aborder le sujet des ados à Noël. Donc, la cible commerciale des adolescents, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui est étudié par les historiens et qui est daté plutôt dans le début des années 50. Les années 50, c'est une période où le concept d'adolescence est apparu dans différents champs, dont le champ du marketing, d'ailleurs d'abord dans le champ du marketing, puisque c'est une période historique où l'étape de vie entre l'enfance et l'âge adulte commence à être un petit peu plus marquée qu'elle ne l'était avant. On a aussi des jeunesses qui commencent à avoir un certain pouvoir d'achat, donc soit avec l'arrivée de concepts comme l'argent de poche, ou parce que certains adolescents travaillaient et avaient de quoi s'acheter leurs propres biens de consommation. Et c'est un moment où du coup, toutes les industries se sont rendues compte un petit peu de ce phénomène-là et se sont appuyées dessus et ont vraiment créé la cible adolescente pour mettre en avant certains biens de consommation. Les années 50, c'est toute l'apparition des cultures rock qui va se traduire via l'industrie musicale, les magazines, la mode, le cinéma, etc. On a vraiment les codes spécifiques qui vont être créés pour les adolescents, pour bien les distinguer des enfants et des adultes. On va vraiment venir travailler cette identité de groupe. Donc bon, on va pas refaire toute l'histoire maintenant, mais c'est un peu pour resituer ce début du ciblage marketing des adolescents et pas oublier que les adolescents sont une cible pour les industries et pour les personnes qui font du marketing. Mais en tout cas, c'est un phénomène qui a, à travers l'histoire depuis les années 50, n'a cessé de se réinventer avec les époques. Je sais que moi, par exemple, pour ma génération, on parlait des MTV Kids, donc à l'ère où c'était plutôt la télé qui était dominante et qui touchait particulièrement la jeunesse, on parlait des MTV Kids, avec beaucoup de critiques aussi sur le fait que les médias dominants auprès des jeunes étaient surtout des
des outils marketing, encore une fois, pour toucher ce public jeune. Mais voilà, c'est quelque chose qui a évolué à travers l'histoire et qui, aujourd'hui, cette mécanique de ciblage des adolescents, elle atteint une ampleur assez inédite avec l'ère des réseaux sociaux, parce qu'on a forcément un ciblage qui est un peu différent. Là où jusqu'ici, donc des années 50 jusqu'à aujourd'hui, on avait un ciblage assez, alors j'allais dire grossier, mais on ciblait plutôt les adolescents comme un groupe. Donc voilà, on essayait de jouer sur leurs caractéristiques de groupe, de communauté. Les réseaux sociaux permettent aujourd'hui aux industriels qui cherchent à vendre des biens de consommation aux adolescents d'avoir un ciblage qui est beaucoup plus personnalisé, qui va beaucoup plus s'appuyer sur des logiques très très individuelles afin de faire de la publicité ultra pertinente auprès de chaque individu. Donc c'est vrai pour les adolescents, c'est vrai aussi pour le reste de la population évidemment, mais c'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup de ce ciblage publicitaire des adolescents, parce que forcément c'est une population qui est très susceptible, enfin très réceptive pardon, aux messages publicitaires qui vont en effet parfois jouer sur leurs besoins, leurs insécurités, et toutes les quêtes adolescentes dont on a déjà parlé plein de fois. Voilà, c'était cette petite introduction marketing qui me semblait quand même importante à avoir en tête, dans le sens où c'est aussi un sujet que moi personnellement j'aime bien aborder avec les adolescents quand on fait des ateliers, justement pour aller un peu dans le côté méta de leur usage des réseaux sociaux, aller creuser un petit peu justement derrière les stratégies des plateformes, des publicitaires aussi, et voir avec eux un petit peu ce qu'ils en savent, leur apprendre les mécanismes, typiquement des concepts de marketing, de ciblage ultra personnalisé, c'est des choses qu'ils connaissent pas forcément. Mais quand on leur apprend, ça leur permet de prendre un peu plus de recul sur leurs usages et déjà d'avoir un premier niveau de protection face à tout ce bruit publicitaire qui est quand même omniprésent sur les réseaux qu'ils utilisent au quotidien. Maintenant, on peut passer plus dans le cœur de notre sujet, à savoir les cadeaux de Noël. Pour vous présenter un petit peu, là l'idée c'est de vous présenter ce qui va être susceptible d'être sur les listes des adolescents. Donc encore une fois, c'est une vue un peu macro, un peu une photographie des cultures adolescentes actuelles. Évidemment, ça dépend de chaque jeune et de ses passions et de ses centres d'intérêt. Mais ce que j'ai fait pour là vous proposer un peu cette vue d'ensemble, c'est que j'ai mené ma veille classique comme je le fais avec mes outils habituels. Je me suis aussi entretenue avec plusieurs jeunes qui ont entre 12 et 18 ans pour un peu savoir ce que eux attendaient, ce que leurs amis attendaient, qu'est-ce qu'ils pensaient que les autres jeunes de leur âge allaient attendre pour les fêtes de fin d'année. Et j'ai créé un compte TikTok, donc avec une date de naissance qui indiquait que j'avais actuellement 15 ans. Donc j'étais une fille de 15 ans et j'ai interagi avec ce nouveau compte, donc interagi sur la plateforme comme si je cherchais du nouveau contenu inspirationnel pour trouver des idées de cadeaux, que ce soit pour moi ou pour mon copain ou mes frères, etc. Donc j'ai créé un petit peu ce personnage fictif afin d'avoir une autre vision que simplement la veille ou les entretiens que j'avais pu faire, essayer d'élargir un petit peu au maximum. Le premier concept qui est assez structurant et qui est apparu directement dans le feed TikTok que j'avais créé, je vais vous le présenter en premier parce que je trouve qu'il structure et quadrille bien tout ce qu'on va se dire par la suite. C'est le concept de wishlist. Donc je ne sais pas si vous connaissez, bon, le nom, si vous parlez anglais, le nom parle plutôt de lui-même. Je trouvais ça intéressant parce que parfois on dit que le concept de liste au Père Noël, ce genre de choses disparaît à l'adolescence et encore plus à l'époque actuelle avec, enfin bref, c'est quelque chose qu'on entend parfois dans les conversations, que c'est quelque chose qui se perd. Mais ce qui m'a intéressée, c'est de découvrir que au sein des jeunes publics et notamment donc sur TikTok, le concept de liste et de catalogue presque de commandes potentielles pour Noël était bien présent sous la forme de la fameuse wishlist. C'est intéressant parce que là, on n'est pas face à des catalogues ou des contenus qui sont proposés par des industriels ou des publicitaires pour le coup, mais vraiment par des contenus qui sont générés par les utilisateurs eux-mêmes et beaucoup de jeunes utilisateurs, plutôt utilisatrices en l'occurrence. On a pas mal de jeunes filles qui ont des comptes un petit peu inspirationnels, lifestyle, qui vont produire ce genre de contenu. Et il y en a énormément sur TikTok. Et donc, tout simplement, là, je vous ai mis quelques exemples. C'est des formats donc vidéo ou sous forme de carrousel photo où la personne, l'utilisateur, va venir présenter un peu son catalogue autoproduit d'idées cadeaux pour Noël. Donc,
la plupart sont pas affiliés, sont pas des partenariats rémunérés, enfin en tout cas c'est pas indiqué, j'ai l'impression que c'est vraiment plutôt amateur. Certains le sont, c'est là aussi où c'est compliqué, c'est qu'on sait pas souvent, qu'est-ce qui est de la pub ou qu'est-ce qui est de la recommandation un peu spontanée. Mais voilà, vous voyez, on va avoir des idées de cadeaux de Noël, plutôt pour les filles, sur le premier. Pareil avec un ciblage sur l'âge à 13 ans pour, la photo du milieu ou enfin, idée de cadeau pour son copain ado. Donc pareil, qui a été, créé par une adolescente qui conseille sur comment, faire plaisir à son petit ami. Souvent, c'est assez bien organisé, ça va être trié par, budget, par, catégorie de goût, par genre et cetera. Ce qui était d'ailleurs assez intéressant aussi comme découverte. À l'heure, on sait qu'actuellement, les catalogues de jouets, par exemple, pour les enfants se font pas mal retoquer sur le côté, très genré, sexisme ordinaire et cetera, de la manière dont ils présentent les objets. Quand on regarde les wishlists, que les adolescents produisent sur les réseaux sociaux, ben, on retombe un petit peu quand même dans ces travers où on a des choses très, segmentées par, genre, notamment. Donc voilà, c'est un objet que je trouvais intéressant, qui montrait un petit peu comment, Noël et la thématique des cadeaux est abordée en ligne par les adolescents directement et est un sujet de conversation avec beaucoup de création de contenu, à ce sujet-là. Et d'ailleurs, je sais que dans ces webinaires avec Kevin, on essaie toujours de vous donner un peu des pistes de discussion à avoir, pour avoir, avec, vos ados sur, leur culture, un petit peu ce qui se passe, en ligne, dans les cours de récré et cetera. Bah, typiquement la wishlist, c'est un objet qui est très intéressant parce que ça permet de discuter de un peu ce qui est, à la mode, quelle en est l'utilité, quelle en est, la valeur symbolique, essayer de comprendre les goûts qui se cachent derrière, selon ce qu'on y fait figurer et cetera. Donc, voilà, ça peut être un objet, assez pratique pour avoir une discussion, sur les goûts d'un ado. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, dans le chat, je le vois. Vous pouvez me poser des questions. Donc, ce que j'ai découvert en faisant les entretiens avec les jeunes et en scrollant dans ce fameux feed de TikTok, comme si j'étais une ado de 15 ans, c'est différents types de cadeaux, qui sont, un peu prisés par les adolescents, on va dire, pour ce Noël 2025. Je les ai regroupés en 4 catégories, parce que c'était plus facile, je trouve, pour les visualiser. Je vais les détailler ensuite, mais comme ça, je vous pose un peu la structure que j'ai choisie, pour cet exposé, on va dire. Les premiers objets, c'est les objets connectés, évidemment. Donc, quand on parle objets connectés, on pense tout de suite aux smartphones, qui sont un gros sujet quand même, cadeaux et adolescents. Les montres connectées, les casques, les écouteurs, enfin toutes ces choses-là qui ressortent beaucoup dans les wishlists et les conversations et que vous risquez de voir dans les listes de Noël, si vous avez des ados. Deuxième catégorie, c'est les accessoires physiques qui vont venir accompagner leur pratique en ligne. Donc là, je pensais par exemple à tout ce qui est matériel vidéo, matériel gaming, les bons micros, les ring lights si on veut créer du contenu ou les liseuses si on fait de la lecture numérique par exemple. Ensuite, troisième catégorie, les offres immatérielles qui sont poussées en continu par les plateformes et qui sont donc assez désirables pour une partie des adolescents. C'est la catégorie qui paraît peut-être la moins évidente et la moins simple à capter. On reviendra bien dessus, mais beaucoup de marques vont proposer des abonnements premium, typiquement YouTube, Spotify, certaines plateformes d'animés, de mangas. Beaucoup de jeux vidéo vont proposer des achats in-app, donc des achats qu'on peut faire directement via sa carte bleue ou des bons cadeaux pour débloquer des nouvelles fonctionnalités dans le jeu. Il y a aussi toutes les notions plutôt gaming également, de monnaie virtuelle, de boosters, de skins, etc. Bon, si vous avez déjà assisté au webinaire, on a déjà un peu défini tout ça. On va revenir dessus par la suite, si vous n'avez pas encore ces notions. Et enfin, dernière catégorie, bah, tous ces biens de consommation réels, donc dans la vraie vie, comme la mode, tout ce qui est accessoires, art, culture, déco, etc., qui sont fortement inspirés par les tendances numériques et dont les envies sont un peu travaillées par tout ce qu'on consomme en ligne. Voilà, pour vous poser ce cadre-là. Alors, dans la première catégorie, donc, des objets connectés. Si vous avez un ado, encore une fois, le sujet du smartphone sur la liste de Noël risque d'arriver incessamment sous peu si c'est pas le cas. Pour rappel, l'âge en France de l'acquisition du premier smartphone, c'est 11 ans. Donc 11,3 ans plus précisément, mais c'est 11 ans. Donc forcément, si vous avez un ado même assez jeune, le sujet est là.
Pour le coup, il y a pas de consensus scientifique vraiment sur l'âge, à laquelle il faut offrir son premier téléphone à un adolescent. Donc là, pour le coup, je vais pas pouvoir vous donner un conseil, très clair et précis sur, l'âge à laquelle lui offrir. L'idée, c'est plus un truc, voilà, individuel en fonction de la relation parent-enfant, au sein du foyer, mais c'est aux parents aussi d'évaluer les besoins réels déjà d'avoir un téléphone pour leur ado, la maturité émotionnelle de leurs jeunes, leur capacité à soutenir la frustration, à être autonome dans la gestion de règles, à comprendre tous les risques qu'ils vont avoir derrière le l'obtention d'un smartphone. Donc vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est assez personnel. Personnel, pardon. Il y a beaucoup de recommandations de scientifiques dans différents champs, mais encore une fois, c'est à chacun d'adapter en fonction de ce qu'il sait et ce qu'il peut projeter avec son propre enfant. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que pour les adolescents, le téléphone, il y a un aspect qui le rend désirable, qui est l'aspect matériel. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un objet, qu'on veut posséder, pour plein de raisons. Mais il y a aussi un gros, besoin derrière le téléphone, qui est plutôt le besoin de sociabilité. Quand on sait qu'à l'adolescence, c'est une des quêtes, principales, à savoir, échanger, poursuivre les interactions avec ses pairs, en dehors, enfin le plus possible et donc en dehors du monde «réel» entre guillemets, via le smartphone. Le smartphone, c'est aussi ça que ça représente chez les jeunes, d'un point de vue symbolique, c'est vraiment cet accès, à la sociabilité. Ce que j'ai mis sur cette slide, c'est quelque chose qui est apparu très rapidement quand j'ai créé mon feed, TikTok, de fake adolescente. Et qui m'a rappelé un petit peu, le fameux pressing, social qu'on a tous, connu, enfin en tout cas les personnes de ma génération et avant, quand on était jeunes, à savoir qu'une des raisons qui faisait qu'on voulait un téléphone, c'était aussi que tout le monde en avait autour de nous, tout le monde avait des téléphones plus ou moins stylés et on voulait, bah, nous aussi participer un peu à ce truc collectif et ça pour le coup, donc c'est quelque chose qui existe encore, bien évidemment et qui est accentué, j'ai l'impression, par, les contenus sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je me suis pris un petit pressing en tant qu'ado de 15 ans quand j'ai ouvert mon feed pour la première fois, avec beaucoup de contenu sur le fait que, enfin, par exemple, sur la qualité des téléphones. Donc, il y a beaucoup de blagues sur quels téléphones sont stylés, lesquels sont nuls. Des personnes qui font, comme la photo de droite, qui vont faire un peu des reviews de tous les téléphones qu'ont les gens dans leur classe en les notant du meilleur au pire. Donc, il y a un peu, voilà, toute cette notion de honte et d'envie d'avoir un téléphone qui soit vraiment stylé pour, briller un petit peu au sein de la société de pairs. Parmi, les objets connectés qui sont pas mal ressortis, également dans les feeds et dans les conversations, il y avait, les montres connectées, et notamment, bah, la Apple Watch pour le coup, qui a enfin voilà, la marque Apple qui domine quand même, pareil, tous les contenus autour des téléphones et aussi de la montre connectée, c'était quand même pas mal Apple. Donc la Apple Watch avec un peu voilà cette tendance en ce moment d'en posséder une pour plusieurs raisons. Il y a d'ailleurs pas mal encore une fois, d'utilisateurs qui font des vlogs où ils expliquent toutes les utilisations qu'ils vont avoir des Apple Watch. Ça me semblait important de l'aborder parce que, on peut avoir l'impression que c'est juste une montre et que c'est pas, enfin voilà, c'est juste une montre. En réalité, à avoir en tête qu'une montre connectée, c'est littéralement un écran en plus, parce que donc on est connecté, hein, à l'interface d'un smartphone. Donc finalement, c'est juste le smartphone, mais, à échelle, plus petite et du poignet. Heu, Avec en plus, une notion à bien avoir en tête qui est que, bah, on a littéralement les notifications qui sont reliées, au corps et qui, tout au long de la journée vont, enfin si on les paramètre pas évidemment, vont venir un peu interrompre le cours des choses au cours de la journée. Ouais, le Nokia 3310, pas du tout stylé, mais très stylé maintenant par contre. Donc les Apple Watch aussi ou les montres connectées plus généralement à avoir en tête, c'est bon, il y a des côtés qui peuvent être pratiques, et qui vont permettre de bien s'organiser. Enfin, il y en a qui ont une approche assez organisationnelle de la chose. Mais moi, dans les limites que j'y vois, il y a aussi toute cette notion de contrôle, qui peut être assez problématique pour certains adolescents et peut-être plutôt les adolescentes, avec tout ce qui est, contrôle, du poids, de la marche, du nombre de pas effectués par jour, des calories ingérées et cetera. Donc, pareil, à avoir en tête quand on offre si on offre une montre connectée, bien s'intéresser aux usages qui sont prévus ou qui en sont faits, voilà, dans les premiers mois, dans la prise en main et discuter de ce que ça peut ouvrir derrière comme, éventuel, heu, besoin de contrôle et obsession quotidienne qu'on monitore via cette montre. Voilà.
Bon, je suis ravie de voir en commentaire que vous avez de l'empathie pour cette pression sociale, liée au téléphone. Dans la prochaine catégorie de contenu, donc ça, c'est la deuxième, donc c'était les accessoires qui vont venir accompagner les pratiques numériques des adolescents. Je trouve que c'est moi, ce qui m'a intéressée quand j'ai découvert tout ça, c'est de me dire: «Bon, OK, c'est très commercial, la publicité que je reçois en tant qu'adolescente sur, tous ces objets, dont j'ai visiblement trop besoin au quotidien». Mais je trouve qu'en tant que parent, ça permet aussi d'ouvrir des dialogues et des pistes d'activités, en s'inspirant justement de ces objets-là et des activités qu'ils permettent de mettre en place. Je suis pas très claire, j'espère que ça va s'éclaircir avec ma présentation. La première catégorie de contenu qui ressort beaucoup, ce sont tous les accessoires qui permettent de professionnaliser ou en tout cas de faire monter en grade sa création de contenu. Donc là, typiquement, je vous ai mis un screen, se lancer sur les réseaux sociaux au collège ou au lycée. Ça, c'est du contenu qui est proposé par des adolescents, des adolescentes, où on va se donner un petit peu des conseils sur comment créer du meilleur contenu notamment pour TikTok. Souvent, ces conseils, ça va être des choses un peu plus de l'ordre intangible, enfin plutôt conceptuel sur dans quel état d'esprit est-ce qu'il faut être, ne pas avoir peur de la moquerie, voilà, s'attendre à ce que les gens dans la cour se moquent un petit peu de nous au début, mais qu'ensuite ça passe, etc. Mais il y a aussi beaucoup de conseils sur le matériel à acquérir pour être le mieux équipé possible. Parce que bon, je ne sais pas si vous avez suivi, mais aujourd'hui, bah, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent pour aller, enfin voilà, à la base, on se sert de son téléphone, mais on va y rajouter plein d'accessoires pour être capable de créer des vidéos très quali. Donc que ce soit des micros, des ring lights, comme ce que j'ai mis en photo, donc qui diffusent une lumière, pardon, qui met particulièrement bien en valeur le visage sur les vidéos. On peut avoir des fonds pour décorer, type néon avec, on peut mettre son prénom, son logo, et cetera. Donc, en fait, même les gens qui ont pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, certains sont super équipés pour créer du contenu, qualitatif. Hem, donc au-delà de cet aspect matériel, et de tous ces objets qu'on va pouvoir offrir éventuellement à Noël, ce qui est pas mal, c'est aussi de, réfléchir à, ben, comment est-ce qu'on peut encourager aussi cette démarche créative? Une fois qu'on a offert le cadeau, bah, comment est-ce qu'on peut discuter avec son ado de, bah, qu'est-ce qu'il crée? Comment est-ce qu'il organise ses vidéos? Comment est-ce qu'il peut les améliorer? L'aider aussi évidemment d'un point de vue un peu plus, pratique, sécurité, légalité, à bien gérer tout ce qui est, droit à l'image, propriété de ses contenus, exposition de soi, et cetera. Mais en tout cas, ces objets-là, qui peuvent paraître assez, accessoires littéralement, peuvent, ouvrir à de nombreuses discussions avec son ado. Ça peut aussi inspirer des cadeaux un petit peu en dehors de cette thématique réseaux sociaux, écran. En y réfléchissant, je me disais typiquement, pourquoi pas acheter une licence pour un bon logiciel de montage vidéo ou audio. Ça, c'est quelque chose voilà, qui peut être assez instructif pour un jeune et qui peut lui permettre de développer des nouvelles connaissances. Il y a aussi des ateliers qui existent avec plein d'associations qui font ça pour aider les jeunes à créer du contenu, encore une fois, qualitatif et de façon safe. Donc ça peut être aussi une idée de cadeau. Ensuite, prochaine catégorie type accessoire, c'est un peu le pendant inverse, c'est non pas la création, mais la consommation de contenu. Donc là, énormément de vidéos dans mon feed qui font, en ce moment, les vidéoprojecteurs sont super à la mode, visiblement. Donc on va vraiment avoir beaucoup donc c'est beaucoup des objets Amazon ou enfin des marques un petit peu comme ça qui proposent des objets bon marché. Mais en tout cas, le vidéoprojecteur Amazon était partout dans mon feed. Je ne sais pas si c'était un effet d'algorithme et de forcing, mais en tout cas, je l'ai énormément vu. Donc on a les vidéoprojecteurs pour consommer donc des séries et des films de façon qualitative dans sa chambre. Il y a aussi plein de contenus comme les enceintes, les casques, les écouteurs, les systèmes son. Ça peut aussi être des liseuses, comme je le disais en intro, pour les ados qui sont plus lecture que visionnage de vidéos. Mais en tout cas, voilà, tous ces accessoires-là pour accompagner la consommation de contenu, que ce soit des séries, des films, des livres, etc., qui sont pas mal ressortis. Donc pareil, à partir de ces objets-là, il faut envisager
des conversations pour aller un petit peu plus loin et accompagner leur prise en main. Ça peut aussi être des conversations, super chouettes sur, ben, les goûts culturels, se faire des recommandations de films, de livres, et réfléchir à tout ça ensemble. Ça peut aussi inspirer des cadeaux hors numérique, encore une fois, que si on a un ado, qui, a envie d'un super beau rétroprojecteur pour se faire une petite ambiance dans sa chambre, et regarder des films, bah, réfléchir à pourquoi pas des passes cinéma. Si c'est plus du système son parce qu'il adore la musique, bah, pourquoi pas des passes pour aller à des concerts, ce genre de choses. Voilà, un peu avoir ce réflexe de se dire: «OK, c'est quoi l'alternative hors écran?» Pas pour ne pas faire, la partie écran, mais pour compléter et varier les expériences. Et enfin, dernier type d'accessoire qui est pas mal ressorti dans les feeds, c'était tout ce qui est relatif au gaming. Donc là, ce que je vous ai mis en photo, c'est vraiment, quelque chose qui revient beaucoup, donc quand on parle de setup gaming, je ne sais pas si vous êtes, familier de ce terme-là. C'est un peu un idéal esthétique, je dirais, qui parle pas mal aux gens qui sont proches du gaming, donc d'avoir ce coin chez soi, donc dans sa chambre ou dans son bureau, qui est parfaitement équipé, pour avoir une expérience de jeu la plus optimale possible. Donc ça va de l'écran au clavier gaming, la souris qui va bien, la vidéo, la ring light si on fait, du stream et qu'on se diffuse en train de jouer, plein de choses, du cable management pour bien, entreposer ses câbles, tous les accessoires pour nettoyer le clavier même, qui sont donc l'univers du setup gaming est vraiment assez, impressionnant en termes d'idées cadeaux, si jamais, vous avez des jeunes qui sont là-dedans. Mais pareil, encore une fois, pour, continuer sur le schéma, c'est aussi, l'occasion de réfléchir à d'autres cadeaux qui peuvent, accompagner cette appétence-là. Il y a beaucoup de livres qui existent, bah, déjà des livres tutoriels sur comment, mettre en place son setup gaming qui peuvent être, intéressants et être voilà, enfin, permettre justement aux jeunes de un peu conscientiser, bien s'organiser, voilà, se mettre à fond dans ce projet-là littéralement qui est, bah, un vrai projet de construire son setup gaming. Il y a aussi de très beaux livres qui existent, qui peuvent non seulement décorer son setup, mais en même temps lui apprendre plein de choses. Il y a beaucoup de livres selon le jeu auquel il joue qui vont lui apprendre, par exemple, les meilleurs tricks pour, améliorer son jeu et pour découvrir de nouvelles manières de jouer. Donc qui sont à la fois, des objets de décoration pour son setup et des objets d'apprentissage encore une fois. Et voilà et après évidemment, bah, sur le gaming, on en a déjà parlé et on en reparlera, mais c'est aussi un super levier de dialogue, de discussion, de voilà, essayer de s'intéresser à ce qui se passe justement dans ce coin, gaming pour essayer de parler des goûts, de ce qui intéresse, de ce qui leur plaît dans le jeu, comment travailler ça avec eux et cetera. Mais j'ai envie d'en parler, mais on en parlera plus tard, dans un autre webinaire. Ensuite, donc ça, c'est la partie cadeau immatériel auquel je faisais référence en introduction. Donc c'est voilà, ces cadeaux qui sont un peu moins tangibles, donc là, on n'est pas sur, de l'accessoire ou quelque chose, de matériel, hein, tout simplement, qui est peut-être plus difficile à visualiser, notamment, bah, dans nos générations qui ne sont pas adolescents actuellement, où on n'a pas forcément cette même culture du virtuel. Ça, c'est un grand sujet quand on réfléchit aux cultures numériques des ados et enfin, c'est un constat qui est que, les générations, plus âgées, donc enfin à partir de la mienne et ensuite, on va avoir tendance à distinguer le virtuel du réel, donc vraiment avoir un peu cette notion de tout ce qui est physique, est vrai et le reste, c'est le monde virtuel qui serait un petit peu déconnecté finalement de cette réalité, tangible. C'est quelque chose qui est beaucoup moins vrai, enfin déjà qui est beaucoup questionné et qui en plus est beaucoup moins ressenti par, les jeunes d'aujourd'hui, qui vont moins voir cette délimitation. Ils en ont conscience bien évidemment, mais en tout cas, le virtuel devient beaucoup plus un prolongement de leurs expériences réelles et donc cette délimitation est peut-être un petit peu moins, marquée et segmentante. Voilà, petite intro pour dire que les cadeaux virtuels sont aussi quelque chose de réel. Enfin, c'est une réflexion à avoir de façon générale sur les cultures numériques. Donc pareil, quand j'ai discuté avec les jeunes et que j'ai regardé mon feed et que j'ai fait ma veille, j'ai pas mal de choses qui sont ressorties du type abonnement premium. Donc ça, par exemple, avoir un abonnement premium Spotify ou YouTube, c'est quelque chose qui est assez, idéalisé par un bon grand nombre d'ados. Donc, pour, info, les abonnements premium, ça permet d'avoir l'expérience, donc musique ou visionnage vidéo, sans les pubs. Donc ce qui est d'ailleurs enfin pose question parce que du coup en tant que parent, on offre un abonnement premium donc on
on participe un petit peu à ce modèle-là qui pose question aussi de payer pour ne pas être ciblé par des pubs. Mais bon, c'est aussi l'occasion d'offrir à son enfant une expérience sans matraquage publicitaire, donc ça s'envisage. Ça peut aussi être des abonnements à des plateformes comme Crunchyroll. Donc là, typiquement, si vous avez des ados qui sont consommateurs d'animés, de mangas, en général, c'est un petit peu la galère pour trouver tout ce qu'ils veulent, donc gratuitement. Donc ils vont aller à droite à gauche sur des sites de streaming plus ou moins nets. Crunchyroll, c'est une plateforme, c'est un peu le Netflix de l'animé, finalement. Peut-être, voilà, je caricature peut-être, mais en tout cas, c'est ça. C'est une plateforme de visionnage pour animé où on paye un abonnement. Il y a plusieurs offres qui permettent ensuite d'avoir une expérience qualitative et plutôt safe. L'autre type d'objet virtuel qui est pas mal ressorti, et moi j'en ai fait la découverte, en fait je m'étais pas dit que ça existait alors que c'est assez évident, mais c'est tout ce qui est carte cadeau et monnaie virtuelle reliée à certains jeux. Donc typiquement Roblox, qui est le jeu en ce moment auquel tous les ados, enfin non, j'exagère, auquel beaucoup d'adolescents jouent, donc qui est un jeu gratuit en apparence, et dont justement le système modèle repose, le modèle économique pardon, repose sur le fait de faire payer des choses aux utilisateurs. Là typiquement pour Noël, ils ont beaucoup mis en avant le fait qu'ils vendaient des cartes cadeaux. Donc typiquement, on va dire, j'ai un adolescent qui joue à Roblox et je veux lui faire plaisir, je peux lui acheter pour 50 € de cartes cadeaux Roblox, si je suis à l'aise, et ça va lui donner à lui, enfin ça va se convertir en Robux pardon, qui est la monnaie virtuelle qui est utilisée sur Roblox pour acheter des choses dans l'application et compléter son expérience gratuite en la faisant un peu monter en qualité avec, par exemple, l'achat d'accessoires, de nouveaux personnages, pouvoir personnaliser un peu son expérience, accéder à des mondes auxquels on n'a pas accès avec la version gratuite, et cetera. Donc ça, typiquement, sur Roblox, c'est quelque chose qui se fait. C'est quelque chose qui se fait sur Fortnite également. Et globalement, enfin là, je vous parle des plus connus, mais sur tous les jeux où il y a un peu ce modèle-là de c'est un jeu gratuit, mais par contre, on peut acheter à l'occasion des choses qui améliorent l'expérience. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, qui pose aussi pas mal de questions. Donc typiquement, si vous pensez à ce genre de cadeaux-là, ça mérite d'y réfléchir et de les aborder aussi avec les jeunes si jamais vous partez vraiment dessus. Mais pour moi, typiquement, ce genre de cartes cadeaux et de jeux, c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans la culture de la dépense numérique, qui est un peu, voilà, qui est inscrite dans ces modèles, encore une fois, de jeux. Et je pense que c'est des modèles qui méritent d'être discutés avec les jeunes, pour toujours dans cette idée d'en faire des consommateurs éclairés qui sont bien conscients des stratégies marketing et commerciales dont ils sont, par lesquelles ils sont targetés. Parce que typiquement, enfin, si vous essayez de jouer à Roblox un jour, vous verrez que c'est très tentant et qu'en fait, tous les 5 minutes, on a envie d'acheter quelque chose et qu'on finit un petit peu par craquer en se disant bon, ça sera peut-être plus simple et plus agréable si je craque et que j'achète quelque chose. Donc bon, on a d'un côté une expérience de jeu qui est améliorée, qui est plus sympa, qui permet de découvrir des nouvelles choses, mais d'un côté, on est encore une fois un petit peu victime de ce système marketing et de matraquage commercial, encore une fois. Donc toujours pareil, bon, c'est voilà, c'est comme ça que fonctionnent la plupart des plateformes en ligne et les jeux qu'utilisent les jeunes. Voilà, chacun se positionne par rapport à, à ça, par rapport à ses idéologies, etc. Mais en tout cas, ce qui est important, je pense, et qui intéresse les jeunes, c'est d'en parler avec eux, de leur expliquer comment tout ça fonctionne, voilà, être conscient des mécanismes dans lesquels ils peuvent être entraînés pour s'en protéger, quoi, comme d'habitude. Et enfin, pour terminer, ma dernière catégorie, c'était ces objets qui vont être ultra populaires, donc des objets là pour le coup très tangibles, hein, on va de l'autre côté, qui sont très populaires, tendance auprès des adolescents actuellement, mais dont on soupçonne la popularité de venir en grande partie des réseaux sociaux. Donc soit parce qu'il y a des grosses campagnes de pub qui ont été lancées, qui sont vraiment rentrées dans les feeds des jeunes, soit parce que, ben, en fait, comme avant, on va dire que les modes se créent un peu au sein des cours de récré avec voilà, les pratiques réelles des jeunes et les conversations et tout ce qui va autour, et cetera. Bah, maintenant, on a un nouvel espace où les jeunes se retrouvent et du coup, où les tendances adolescentes peuvent émerger, bah, c'est les réseaux sociaux. Et du coup, c'est vrai que bah, beaucoup de tendances vont aussi émerger là. Donc bon, c'est un peu la poule ou l'œuf. On ne sait pas si quelque chose est populaire dans la cour de récré parce que c'était populaire sur les réseaux
et que c'est venu influencer, ou si c'est populaire sur les réseaux sociaux parce que c'est populaire dans la cour de récré et que c'est venu influencer dans l'autre sens. Souvent, c'est un peu un mix des 2. D'où encore une fois cette idée que la délimitation entre le virtuel et le réel, elle est plus vraiment, pertinente, en tout cas sur ce sujet-là de culture pour, réfléchir au public adolescent. Là, je vous ai mis des screens, j'ai repris le concept de la wishlist. J'ai pris, celle qui était pour les filles de 13 ans, donc sur des idées de cadeaux à demander si on est une fille de 13 ans. Vous le voyez, c'est par tranche budgétaire, mais on retrouve des choses très classiques. Donc pour le coup, ça c'est quelque chose qui bouge pas trop pour le coup à travers les époques, mais voilà, beaucoup de choses liées au make-up, à la mode, à la décoration de sa chambre, qui est un gros sujet. Bon, voilà, des cadeaux un petit peu basiques, on va dire. Il y a d'autres choses qui sont sorties dans les wishlists que j'ai vues. Je sais qu'au début, j'ai été assez choquée parce qu'il y avait beaucoup de publicités pour des voitures sans permis, par exemple. Donc, ça, c'est les voitures qui sont accessibles à partir de 14 ans, donc qui coûtent quand même un certain prix. Donc, c'est pas pour toutes les tranches de la société. Donc, ça concerne pas tout le monde, mais c'est quelque chose par lequel, typiquement, moi, sans avoir trop donné d'informations sur moi sur TikTok, là, j'ai été pas mal matraquée au début par ces pubs pour voitures sans permis. Mais c'est quelque chose qui apparaissait voilà, dans les wishlists. Voilà, donc ça, typiquement, si vous avez envie de vous créer un petit compte, discuter avec des jeunes pour voir un peu c'est quoi ces objets qui sont tendance en ce moment et qui risquent d'être dans les listes de Noël, je peux vous conseiller d'aller voir toutes ces wishlists-là. Pardon. Ce qu'on peut se dire d'un point de vue parent, peut-être le conseil qu'on peut vous donner là-dessus, mais bon, ça c'est réseaux sociaux ou pas réseaux sociaux. Euh, L'idée, c'est que c'est pas forcément aux parents de trancher si le cadeau qui va apparaître sur la wishlist est ridicule ou essentiel, mais plutôt, encore une fois, d'ouvrir le dialogue avec le jeune et de venir amorcer une conversation et mettre un petit peu du sens autour de cette demande pour voilà l'interroger sur qu'est-ce que ça représente pour lui, quelle symbolique ça lui permet d'acquérir et qu'est-ce que ça va renvoyer auprès des autres selon lui. Est-ce que c'est quelque chose dont il a vraiment besoin dans l'immédiat ou est-ce que c'est un peu une pulsion du moment qui a été influencée par exemple par beaucoup de contenu social qui lui aurait été poussé pour l'inciter à aller vers ce type d'objet. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps? Enfin voilà. Encore une fois, poser plein de questions, aller plus loin que le simple objet pour s'intéresser à ce qu'il y a derrière et comme je dis depuis le début, essayer de faire des jeunes des consommateurs éclairés qui sont bien conscients des choix qu'ils font et pourquoi ils les font. Voilà, j'ai fini mon petit tour d'horizon. Donc ça, c'était, on va dire, tout ce que j'ai pu pêcher comme information auprès des jeunes et via les réseaux sociaux. Ça reste non exhaustif, bien évidemment. Comme je le disais, ça passe forcément, ça va dépendre des goûts de chaque adolescent, de ses cultures à lui, de ses passions, etc. Mais ça peut vous donner un petit peu une idée, en tout cas, des objets qui sont en ce moment tendance, qui sont susceptibles d'être demandés et qui composent, du coup, les cultures adolescentes. Comme d'habitude, l'enjeu, c'est voilà, c'est pas de vous dire quoi acheter. Hein. Évidemment, on ne veut pas faire le catalogue de Noël et vous dire qu'est-ce qu'il faut acheter. On ne veut pas participer à la publicité. C'est plutôt de vous montrer ce qui est en circulation comme inspiration pour les jeunes. Encore une fois, en tant que parent, la question, c'est pas tant celle de choisir le bon cadeau, mais vraiment de comprendre tout le monde culturel et les besoins qu'il peut y avoir derrière pour votre adolescent et d'être bien préparé à accompagner la prise en main du cadeau si vous décidez de partir dessus. Ah, Marie, je suis ravie si vous reconnaissez la wishlist de votre fille, ça va, c'est qu'on est on est plutôt bon. Et en effet, c'est pas très loin de ce que nous, on avait quand on avait 15 ans, juste plus au goût de l'époque, mais ça, c'est naturel. Merci à tous et je vous souhaite un bon appétit et une bonne fin de journée. Au revoir.